encore cette année, la Sûreté du Québec, division de la MRC d'Abitibi-Ouest, sera très active lors de la collecte annuelle de denrées non périssables et également collecte en argent. Alors, on sait que la Sûreté du Québec est très impliquée dans cette collecte et pour nous en parler, je reçois l'agente Christelle Jubinville-Gagnon. Bonsoir, Madame Gagnon. Est-ce qu'on dit agente, Madame? On dit... Christelle, hein? Oui, c'est ça? C'est beau. Bon, c'est la 30e édition, déjà, que le temps passe vite. Alors, c'est sûr, pour faire un bref historique, vous amassez quoi exactement? Dans le fond, comme à chaque année, nous, on ramasse des denrées non périssables. C'est ça, OK. On ramasse aussi, dans le fond, des dons monétaires. On ramasse aussi des jouets pour enfants. Parce que nous, notre organisme, on distribue des denrées, des paniers de Noël, mais un cadeau personnalisé selon l'âge à l'enfant d'une famille, dans le fond, qui reçoit un panier de Noël. Excusez, quand on parle de jouets, bon, est-ce que ce sont des jouets, des fois, qui peuvent être un peu brisés, puis vous avez des personnes pour les arranger souvent, ou bien non, si... Ce qu'on veut, dans le fond, c'est des jouets qui vont jusqu'à 14 ans environ, pas plus. Et oui, on a une équipe de bénévoles, dans le fond, qui s'occupe à restaurer des jouets. Fait que oui, des jouets usagés, c'est possible d'en offrir. C'est possible aussi d'en offrir des neufs. Oui. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne prend pas les toutous usagés par mesure d'hygiène. L'hygiène, c'est très important aussi, exactement. Et cette année, vous êtes installé à quel endroit? Cette année, c'est particulier. On a changé d'endroit. En fait, à chaque année, on recherche un local adéquat pour faire les paniers de Noël. Okay. Donc, cette année, c'est au centre d'achat, le Plaza, près du IGA, qu'on va faire les paniers de Noël et, dans le fond, l'équipe aussi des cadeaux, qui restaure les cadeaux, vont être installés. Par contre, on a toujours notre kiosque, dans le fond, de quête au centre d'achat, le Carrefour, l'ancien local du Clair de Lune. Et dans le fond, on va être aussi présent, dans le fond, dans les deux centres d'achat. Par contre, les dates sont différentes. On commence à installer notre local pour préparer les denrées et les cadeaux le 26 novembre. Donc, à partir du 26 novembre, les gens peuvent apporter au Plaza des denrées non périssables, des choses qu'ils veulent se départir comme des jouets. Et à partir du 3 décembre, lundi, on va être présent pour 2 semaines au centre d'achat, le Carrefour de la Sarre. On va avoir un kiosque pour représenter les paniers de Noël et recueillir des dons. C'est important aussi. On demande aux gens d'être... c'est sûr qu'on demande aux gens d'être généreux. Les gens sont très sollicités aussi, et d'autant plus durant la période des fêtes, mais c'est aussi aider les plus démunis à avoir un peu de bon temps. C'est sûr que on donne des paniers de valeur. Notre organisme, nous, on donne des paniers Noël aux familles avec enfants. Donc, c'est sûr qu'on considère le nombre d'enfants par rapport à la proportion de la valeur du panier. L'année passée, on a offert des paniers de 400 $, environ 900 $. C'était pas près de 1000 $ la valeur, mais c'est extrêmement rare qu'on donne un aussi gros panier, mais c'est vraiment selon le besoin, selon, dans le fond, le nombre d'enfants. Et on fait une enquête par rapport à ça. C'est pour ça que la date limite pour donner son inscription comme famille pour recevoir un panier, c'est le 3 décembre. Parce qu'on prévoit une période, dans le fond, d'enquête des demandes et la période de la confection des paniers selon justement le besoin. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens à donner leur inscription qui est le 3 décembre. C'est ça. Fait que donc, au moment où l'émission va être en ordre, parce que là, nous sommes au mois de novembre quand on enregistre l'émission, mais au moment où l'émission va être en ordre le 4 décembre, ça veut dire que la date limite, c'était hier. C'était le 3 décembre. Par contre, on était à l'écoute des besoins des gens. Oui, ça arrive toujours qu'il y a des gens qui étaient en retard, qu'on prend toujours en considération les demandes. Par contre, c'est ça, pour traiter, dans le fond, l'ampleur, dans le fond, des demandes, nous, on fixe la date limite au 3 décembre. Par contre, il ne faut pas oublier aussi que la Maison Saint-André, on travaille c'est important d'en parler de la Maison Saint-André. On travaille en collaboration. Donc, nous, on offre des paniers de Noël aux familles avec enfants et la Maison Saint-André, c'est les familles sans enfants. Donc, les couples, les personnes seules dans le besoin. L'année passée, eux autres, ils ont offert près de 160 paniers d'une valeur de 100 $.
Donc, c'est pas à négliger, c'est une grande sûr, aide. absolument pas, mais Et oui. eux autres, dans le fond, leur période d'inscription, c'est du 3 décembre au 14 décembre. Ah, OK. Leur distribution, la distribution des paniers se fait dimanche le 16 décembre. OK. Et la Maison Saint-André, c'est le 20 décembre. Ce qui est important aussi, Agente Gagnon, c'est que le 16 de décembre, il faut que ceux qui ont sollicité l'aide soient chez eux. Là, Oui, parce que nous, particulièrement, on va offrir les paniers et on va les livrer à domicile. Donc, on peut comprendre que les gens dans le besoin n'ont pas nécessairement, dans le fond, les ressources ou, dans le fond, les voitures pour se déplacer. Oui. Nous, on a une grande équipe de bénévoles. La journée du 16 décembre, plusieurs bénévoles sont sollicités. On prépare les paniers. On en prépare environ toujours 200 à chaque année en prévision parce que c'est arrivé qu'on a déjà offert 200 paniers. Donc, on estime, là, présentement, l'année passée, on a offert 142. Mais ça dépend toujours de la situation économique. Donc, on se prépare pour 200 et on estime là, cette année la possibilité entre 150 et 180 paniers qui vont être offerts. C'est quand même beaucoup. Puis ce sont moi, je trouve que c'est vraiment un beau geste à poser. C'est quoi pour une personne, des fois, de faire un don monétaire? On ne demande pas 25, 30, 40 pièces, là, mais c'est pas ça qu'on demande. On demande quand même un don minime, mais si tout le monde fait un don minime, ça devient un gros don. Effectivement, parce que dans le fond, nous, faut que les gens... je pense que les gens d'ici comprennent très bien parce que je trouve que notre communauté est très généreuse. Je remercie tous les partenaires, dans le fond, qui s'impliquent et les donateurs. Très important, et à la fois, je tiens à souligner que l'année passée, on a réussi à ramasser près de 37 000 $ qui a été remis à la Maison Saint-André suite à notre campagne. Et ça, oui, c'est une grosse somme, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils payent, entre autres, les paniers de Noël qu'ils offrent dans la période de décembre. Donc, l'année passée, il y a eu 160 paniers pour une valeur d'environ 100 $. Fait que c'est déjà un gros montant qui est investi dans les paniers. Et ensuite, ils gardent cet argent-là pour investir directement dans le besoin alimentaire au courant de l'année. Et on fait une approximation d'une aide alimentaire qui va à peu près à 300 $ par semaine. Mais c'est pas beaucoup, 300 $ par semaine. C'est sûr. Mais les gens peuvent être impressionnés par la valeur du 37 000, mais quand on répartit sur une année pour offrir, dans le fond, une aide alimentaire aux personnes qui sont dans le besoin, je pense que le besoin est là. Oui, le besoin et que est là, les c'est gens sûr, qui sont donateurs, en fond, le comprennent. Agente Jubainville-Gagnon, merci infiniment. Puis moi, je tiens à remercier la Sûreté du Québec qui s'implique à chaque année dans ce gros dossier. Alors, félicitations à vous et à votre équipe également. On demande aux gens d'être généreux. C'est pour une bonne cause. Puis, ça serait bon d'aider les plus démunis à passer de belles fêtes. Alors, posez le geste qu'il faut. Agente Jubainville-Gagnon, merci beaucoup et bon succès à vous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vaincre la maladie et ses tabous. Le livre « La vie mentale » en est vraiment une preuve. Alors, également, nous allons discuter du REDAT avec mon invité de Rouyn-Noranda, M. Jean-François Delisle-Roy. M. Roy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Roy. On va commencer par le REDAT. Qu'est-ce que le REDAT? Le REDAT, c'est la ressource d'information, d'aide et d'information pour la défense des droits de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. La défense des droits en santé mentale. OK. C'est-à-dire que si quelqu'un a une fragilité au cours de sa vie, et puis que ses droits sont lésés, il peut aller au REDAT et avoir une conseillère qui peut la diriger pour résoudre le problème. OK. Les objectifs, si on parlait des objectifs du REDAT, vous en avez parlé un peu, mais plus précisément encore, c'est quoi les objectifs? C'est de l'aide. C'est de l'aide, c'est de permettre à la personne de retrouver le pouvoir de son existence par rapport aux problèmes qu'elle peut rencontrer. OK. Comme par exemple une madame qui n'a pas de rigidérante ou qui a de la difficulté ou qui a pas de ou que la CSST accepte pas le dossier. À ce moment-là, les conseillers, eux autres, ils peuvent aider la personne à
franchir les obstacles. OK. Parce que si on a un dépliant, justement, ici, là, qui parle de ça, on parle de l'aide, accompagnement aussi. Oui. Ça, vous accompagnez les gens dans leurs droits. Oui. Qu'est-ce que la personne a droit, c'est ça? C'est ça. Avec des personnes, avec des conseillères et des conseillers à ce moment-là, c'est ça? Ben, nous, on n'a que des conseillers. Que des conseillères, OK. Moi, je voudrais venir justement à ce livre-là. Je ne sais pas si on peut peut-être demander à Steven de venir prendre un gros plan ici. La vie mentale, c'est un recueil. Parlez-moi de ce livre-là, M. Roy. Bien, ça, à un certain moment donné, on avait des cafés-rencontres. OK. Au REDAT, avec les membres du REDAT. Et puis, les gens partageaient à tour de rôle sur le thème qu'on avait, comme par exemple le logement ou la médication ou votre médecin, comment vous préparez pour voir votre médecin et tout ça. Et puis, l'idée est venue de là, de recueillir des témoignages de personnes qui ont une problématique en santé mentale et de leur permettre de s'exprimer dans un livre par rapport à ce qu'ils ont vécu. Est-ce que la collaboration a été bonne? Parce que souvent les gens n'aiment pas parler de leurs problèmes personnels. Les gens n'aiment pas parler de la maladie lorsqu'ils en sont atteints. Est-ce que c'était difficile si les gens ont vraiment bien collaboré? Les gens ont bien collaboré. Il y en a seulement une, je pense, qui n'a pas accepté finalement, qui s'est retirée. Mais j'ai eu une très bonne collaboration. Ça a vraiment été le fun. Oui, parce que moi, puis j'ai les gens savaient qu'il paraîtrait dans un livre, puis que ce livre-là... C'est l'expérience de chaque personne qu'on lit dans ça. Oui. Moi, j'ai bien aimé ce livre-là. Il est très bien fait, en plus de ça. Et je le conseille aussi à tout le monde, en passant. Là. Moi, là, si je vous demandais, M. Roy, c'est quoi le plus grand problème face à la société pour une personne qui vit une problématique de santé mentale? C'est quoi le plus gros problème? Le plus gros problème, c'est quand on n'a pas d'aide. On n'a pas les ressources. On se sent isolé. On s'isole, on se décourage, on a perdu espoir. Puis, il n'y a pas d'intervention spécifique dans la région pour permettre à la personne d'avancer, de cheminer. Okay. Puis ça prend du temps avant d'avoir un psychiatre là, ou un médecin de famille. C'est le manque de ressources. Ça, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Le REDAT, lui, il y a des gens qui ont une fragilité en santé mentale. Comme par exemple, il y a le pont de Rouyn-Noranda aussi, qui est un milieu de jour pour les gens qui peuvent venir dîner ou déjeuner. Mais il n'y a pas... on va parler du père aidant tantôt. Oui. Ça, le père aidant aussi, c'est un service qui peut aider la personne à retrouver espoir. Mais c'est difficile pour des gens qui ont une maladie mentale. Est-ce que la société a tendance... Là, je vais aller loin là, dans ma question. Est-ce que la société a tendance un peu... J'aime pas employer le mot rejet, mais à isoler ces personnes-là encore aujourd'hui. On est au 21e siècle. Oui, c'est ça. Dans les années 1800, 1900, on les isolait, ces personnes-là. On les sortait pas. On les mettait dans le placard, puis on disait, tiens, là, tu restes là, puis s'il arrivait la visite chez nous, va-t'en en haut, là, ferme la porte de la chambre, puis reste là. Est-ce que cette mentalité-là, aujourd'hui, elle est, et je pèse bien mes mots, là, elle est beaucoup changée ou peu changée? Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent aussi de la stigmatisation. C'est-à-dire qu'il y a un préjugé par rapport à ceux qui ont une problématique en santé mentale. D'ailleurs, avant ça, on disait maladie mentale. C'est ça, exactement. Et on a changé pour problématique en santé mentale. OK. Pour nuancer un peu. Mais les gens, en général, ils sont victimes de préjugés un peu partout dans leur communauté.
Puis en même temps, ils s'aiment pas non plus. Ils disent, je suis malade, ça va mal, puis la médication, ça sert à rien, puis, tu sais... on est tenté à tout rejeter. À ce moment-là, quand on est en santé mentale, on a tendance, si on n'est pas aidé, on se calcule comme étant un rejet de la société. Parce qu'on n'est pas connu. C'est voilà, que la maladie, oui, exactement. la maladie, voilà. La problématique, tout ça, c'est pas connu. Moi, j'ai donné des conférences aussi pour les étudiants en technique policière, et puis ils ont trouvé ça intéressant d'entendre parler de santé mentale. Dans le livre, parce que ce sont pas mal des extraits du livre que j'ai ici. J'ai monté mon émission un peu sur ça, sur les extraits du livre. Et quand, à un certain moment donné, on dit « À cause des tabous, les personnes qui souffrent d'un trouble en santé mentale sont malheureuses, honteuses, rejetées et méprisées. » Ça, c'est aller loin. Oui. Mais ce sont des personnes elles-mêmes qui en ont fait ce diagnostic-là. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que quand on est diagnostiqué au départ, on ne sait pas où on s'en va. Là, c'est l'inconnu. Puis, on se demande si un jour, on va pouvoir revivre normalement. Et c'est là que c'est tout un processus extrêmement important pour l'estime de la personne qui a réussi à surmonter les obstacles. Ça, là, j'aime ce que vous venez de dire. Travailler peut-être ou retourner aux études. Revenir normal. C'est ça. Parce que ces personnes-là ne se considèrent pas comme étant des personnes normales. Non. Alors, elles se demandent, est-ce qu'un jour je vais redevenir normal? C'est une grosse question. Dans l'ensemble, les personnes reviennent normales. Est-ce que je peux dire que vous êtes un cas? Oui. Oui. Mais il y a des solutions aussi, une bonne médication, une bonne thérapie, un bon suivi, tu sais. Oui. Il y a de l'espoir en santé mentale. Pourquoi que la plupart de ces personnes-là refusent de demander de l'aide? Peut-être parce qu'ils ont honte aussi d'eux-mêmes. Ça, je pense que c'est la réponse. Quand ils sont diagnostiqués, ou quand ils ont fait une crise, une psychose ou tout ça, c'est bien dur d'accepter ça. Il y a des gens qui ont d'autres problèmes aussi, la toxicomanie, l'alcoolisme, des problèmes physiques aussi, comme le diabète. En fait, la maladie, c'est comme le diabète. La santé mentale, un diabète, tu ne peux pas t'empêcher de prendre de la médication ou de l'insuline. Puis, c'est sûr. La santé mentale, c'est la même chose. Tu as besoin d'une thérapie. Ça veut dire qu'en santé mentale, on peut dire que la personne qui reçoit de l'aide et qui veut s'aider, est-ce que je vais trop loin en disant qu'elle aura besoin d'une médication à vie? Ça dépend. Il y a des cas qui prennent des médicaments pour dépression, des antidépresseurs pendant 3-4 ans, puis qu'après ça, sont corrects. Il y a certains diagnostics aussi, peut-être que oui, effectivement, ils ont besoin de médication à vie. Est-ce que la maladie mentale se traite efficacement? Oui. Oui, aujourd'hui, la schizophrénie, entre autres, elle se traite très bien avec des neuroleptiques, des antipsychotiques et des stabilisateurs d'humeur aussi. Aujourd'hui, la médication est bonne. C'est sûr qu'il faut avoir un bon psychiatre aussi qui dose ça comme il faut pour pas trop geler la personne. Si on regarde la couverture de votre livre, là, on s'aperçoit ici que l'on voit un parapluie. C'est un symbole. Oui. Que représente ce parapluie-là? Il y a un psychiatre de Québec qui a fait une petite analyse de la couverture du livre. Il disait que c'est un feu qui tente de brûler l'individu, mais que le parapluie, dans le parapluie, il y a une pluie d'étoiles qui tend à faire à éteindre le feu qui brûle. C'est un peu ça, la maladie mentale. OK. C'est un symbole qui a été voulu, c'est un symbole qui a été mis là, c'est ça?
Mais c'est Norbert Lemire qui a fait la peinture. Il faudrait le demander à lui, peut-être. La maladie mentale, est-ce qu'elle modifie la vie de la personne qui en est atteinte? Oui. Quelqu'un qui fait une bonne grosse dépression là, qui dure longtemps. J'ai une madame au bureau là, qui, elle, justement, avouait pas la sortie de ça, de s'en sortir. T'sais. Vraiment, je dirais que oui, ça dépend des gens, mais il y a des gens qui ont vraiment... c'est marquant dans leur vie. OK. D'être diagnostiqué, d'avoir fait une dépression. Ça marque. Ça m'a marqué, moi. OK. Moi, si je vous demandais, M. Roy, la responsabilité des parents face à un enfant atteint d'une maladie mentale, c'est quoi la responsabilité de ces parents-là? C'est un soutien, je dirais un soutien parental parce que, dans le fond, moi, dans mon cas, ma mère, elle m'a toujours aidé puis soutenu dans ma maladie. Puis je pense que la famille joue un rôle crucial pour que la personne qui a une problématique puisse s'en sortir. Rester proche de la personne, que ce soit le fils, le père. Ou, Contrairement à ce que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup d'années passées, beaucoup de décennies passées, on n'isole plus ces personnes-là maintenant. On les encadre. Oui. Il faut les aimer. Il faut leur dire que on accepte l'état dans lequel l'enfant est, puis de le suivre, de lui donner toute la médication voulue. Autrement dit, c'est de supporter son enfant. Oui. Chose qui vous est arrivée chez vous. Moi, ma mère, elle m'a jamais laissé tomber. Puis il y a des bouts où ça allait mal. Ça n'a pas été jojo tout le temps. Non. J'ai été en psychose quelques fois aussi. Puis elle m'a toujours soutenu. Puis aujourd'hui, je vais bien. Pourtant, oui, justement, c'est ce à quoi je veux en venir. Je vous regarde aujourd'hui, puis vous avez l'air d'une personne, mais tellement... D'abord, vous êtes une personne charmante, sympathique, Merci. Vous parlez très bien, votre livre est très bien fait. Vous vous sentez bien? Ah oui. Ça fait au-dessus de 4 ans que je travaille au REDAT. Et ça fait 2 mois et demi que je suis père aidant. Puis vraiment, en aidant les autres, ça m'aide moi-même. OK. Mais j'ai travaillé longtemps sur moi pour en arriver là. Et puis maintenant, j'ai une médication. Je consomme ni drogue ni alcool. Puis je pense que c'est pour ça que ça va bien. Vous en preniez avant? Oui. Parlez-moi du rôle d'un père aidant. Quand on dit père, c'est P-A-I-R. Père aidant. Oui. Parlez-moi du rôle, parce que vous êtes un père aidant. Oui. C'est quoi son rôle? Ben, c'est une personne qui divulgue qui a ou qui a eu un trouble mental. OK. Et le but de son histoire de rétablissement est de redonner espoir, OK. d'offrir un modèle d'identification, donner l'inspiration, l'information, des soutiens auprès des personnes qui ont vécu des situations similaires à celles qu'il a vécues. Alors, le père aidant, lui, il y a une problématique, mais il y a un rétablissement. Donc, il est en mesure de dire à la personne qui veut se faire aider, regarde, moi, je m'en suis sorti, puis j'ai passé par tel chemin, puis j'ai trouvé telle solution pour moi, et ça a marché. Alors, ça redonne l'espoir à l'autre personne. De voir exactement. Oui, mais tu sais, c'est un modèle d'identification. C'est un peu ça le rôle du père aidant, c'est de donner espoir à l'autre personne. À 29 ans, vous avez été diagnostiqué schizophrène à tendance bipolaire. Comment on réagit à ça? Moi, j'ai eu de la difficulté à croire que c'était vrai. Je me suis dit, je suis pas schizophrène, puis je suis normal, je suis une personne, puis c'est tout.
Mais il a fallu que je comprenne avec le temps que probablement aussi des choses dans l'enfance, probablement une consommation de drogue, m'a amené à un certain moment donné à avoir besoin de soins. Et c'est quand là j'ai accepté que j'avais besoin de soins que ça marche. Je m'en suis sorti. Voilà le mot, accepter. Accepter de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soins. Oui. Tant qu'on n'a pas accepté ça, M. Roy, la guérison, c'est très difficile. Oui. Elle ne se fera pas, la guérison, si on n'accepte pas. Il faut accepter, c'est sûr. Il faut comprendre qu'on n'est pas seul non plus. Puis qu'il y a des moyens. Il y a des moyens. On va aller un petit peu, si vous me permettez, et je vous laisse très libre de répondre, M. Roy, parce qu'on va aller peut-être dans le domaine très personnel. Comment a été votre enfance? Mon enfance. Ça a bien été. Mon père puis ma mère se sont séparés, j'avais 2 ans et demi. Est-ce que ça vous a affecté? Je m'en souviens pas. Okay. J'avais 2 ans et demi, Okay. j'étais très jeune. OK. J'ai resté avec ma mère toute mon enfance, mon adolescence. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça s'est aggravé un peu peut-être à l'entour de 17-18 ans, où j'ai commencé à fumer de la marijuana. Puis là, je m'isolais chez moi. Je passais mes journées à écouter la télévision. Ce serait dans le début du jeune âge, que de l'âge adulte, que là, ça a commencé à la maladie, parce que je consommais drogue et alcool. Mais mon enfance, ma mère, elle m'a choyé, elle a très bien pris soin de moi, ça a très bien été. Qu'est-ce qui vous a porté à aller dans la drogue? C'est quoi qui vous a porté? Des chums, on commence ça tranquillement ou quoi? Oui. Non, Moi, je vivais dans un milieu, je viens de Destar, puis je vivais dans un milieu où il y avait souvent des parties, puis j'ai commencé l'alcool vers 15-16 ans, le pot en même temps, puis disons en que chum, c'était on s'amusait. OK. C'était très fréquent que les gens buvaient. Avez-vous déjà pensé au suicide? Oui, j'ai déjà pensé au suicide. Ça aurait été dommage. Oui, ça aurait été dommage. Vous êtes un bon bonhomme. Oui, je vous aime bien. Puis vous êtes vraiment... Vous êtes une personne sympathique. Vous avez raison de vivre. Est-ce que vous avez raison de vivre? Ah oui. Oui. Ah oui, effectivement. Moi, c'est parce que j'ai été interné à Montréal lors de ma première psychose que j'ai fait. Puis, j'ai commencé à entendre des voix et tout ça. Puis, je pensais rester toute ma vie à l'hôpital, enfermé. OK. Mm-hmm. C'est là que j'ai pensé au suicide. Mais aujourd'hui, ça va bien. Oui, vous êtes une personne rayonnante. Alors, ça veut dire que pour vous, c'est au jour le jour, 24 heures à la fois. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Vous êtes rendu à ce stage-là. Donc, le matin, vous vous levez, je vais faire 24 heures. Demain, ce sera une autre journée. Exactement. Monsieur Roy, merci infiniment. Les maladies mentales, on dit que ce n'est pas un choix. C'est pourquoi il faut en finir avec la honte. Mm-hmm. C'est avec des personnes comme vous, Monsieur Roy, qui portez la bonne nouvelle. Et puis, moi, je vous félicite. Bravo pour votre livre. Je vous souhaite longue vie. Puis, je sais que ce que vous faites comme père aidant, c'est extraordinaire. Puis, continuez votre très beau travail. Les jeunes et les moins jeunes ont besoin de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lacroix. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous avec une autre émission de Info 9. Au revoir.